Bonjour tout le monde. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Bonjour, est-ce qu'on peut commencer le cours? Vous arrivez à m'entendre? Alors, on va commencer par les cancers colorectaux. Si vous avez des questions, vous pouvez les garder jusqu'à la fin du cours. Alors, on commence. Les cancers colorectaux. S'il vous plaît, si vous arrivez à m'entendre, dites-le. Oui, Très bien. Alors, les cancers colorectaux sont fréquents. Ils représentent un problème majeur de santé publique. Il n'y a pas d'image, madame. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Oui. Et maintenant, Non, non, madame, pas encore. pas Il d'image. n'y a pas d'image encore, oui. Il n'y a pas d'image. Je vais voir avec le technicien.
C'est bon, vous arrivez à voir la diapo? Non, Non. pas encore. Pas encore. Non, madame, pas d'image. Non, c'est pas normal. Et maintenant, Oui, Oui, maintenant. madame. commencer. On avait dit que les cancers colorectaux sont très fréquents. Alors, si vous avez des questions, vous les gardez pour la fin du cours, d'accord? On va D'accord. essayer de faire 2 cours. Le premier, c'est les cancers colorectaux. Ensuite, on va voir quelques points essentiels seulement pour les tumeurs de l'œsophage. Très bien. Alors, les cancers colorectaux représentent un problème majeur de santé publique. Ils peuvent être sporadiques ou bien héréditaires et entrer dans le cadre de cancers familiaux. Ils sont dominés surtout par les adénocarcinomes qui représentent 98% des cas. Alors, les adénomes constituent les principales lésions précurseurs des adénocarcinomes. Alors, les facteurs de risque, bien sûr, on a de multiples facteurs de risque. Ceux qui sont liés à l'environnement, qui sont surtout en rapport avec l'alimentation qui est riche en matières grasses et faible en fibres et en viande. On a aussi les facteurs qui sont en rapport avec l'hôte, c'est-à-dire l'âge, la présence de polypes ou bien d'adénomes, ou bien de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et ceux qui sont en rapport avec la génétique, c'est qui sont représentés essentiellement par les polyposes adénomateuses familiales, ou bien syndrome de Lynch, ou bien autres polyposes. Alors, le dépistage suscite de l'intérêt depuis quelques années et repose sur la mise en évidence d'un saignement occulte dans les selles. Très bien. Alors, le diagnostic reste, l'anatomie pathologiste reste l'élément clé du diagnostic et du staging, c'est-à-dire du degré d'infiltration tumorale. Alors, concernant la carcinogénèse, c'est un chapitre qui est très important. Pourquoi? Parce que les avancées moléculaires ont permis de retrouver plusieurs mutations génétiques qui étaient liées à certains types de carcinomes, de cancers colorectaux et pas à d'autres, et ce qui a permis d'établir ou bien de réaliser des thérapies ciblées pour chaque type de mutation. Alors, généralement, les cancers colorectaux sont l'un des exemples les plus caractéristiques d'une carcinogénèse multiséquentielle qui débute par le développement de cryptes aberrantes pour progresser vers l'adénome, puis vers le carcinome. Des filiations à l'échelon moléculaire, le développement d'un adénome puis d'un cancer colorectal correspond sur le plan moléculaire à l'accumulation progressive de mutations de gènes au sein du noyau des cellules épithéliales, soit par l'activation d'oncogènes, soit par l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs. Des filiations alternatives sont décrites. C'est d'autres voies que celles qu'on voit aujourd'hui, c'est la voie des adénomes. D'autres voies, c'est qu'on ne va pas détailler, c'est des adénomes, la voie des adénomes festonnés, la voie des adénomes plans et celle des cancers développés sur maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, il existe deux principales voies de carcinogénèse colorectale. Toutes les deux résultent d'une instabilité génétique. L'une qui est la plus fréquente, qui est à l'échelle chromosomique, c'est l'instabilité chromosomique. L'instabilité chromosomique, on cite quelques mutations génétiques qui sont fréquentes, qui sont la mutation du gène APC, la P53 et le KRAS. L'autre, à l'échelon nucléotidique, c'est l'instabilité des locus microsatellites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un problème
c'est l'inactivation des gènes qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. On cite quelques gènes qui sont HML, LH1, MSH2, MSH6, etc. Ces deux voies, malgré qu'elles sont distinctes sur le plan chromosomique, elles donnent sur le plan morphologique le même type de lésion qui est adénome. Très bien. Alors, sur le plan, on a terminé avec la carcinogénèse. On va voir sur le plan anatomopathologique. Alors, sur le plan anatomopathologique, il faut savoir qu'il y a d'abord des tumeurs bénignes à reconnaître. Ces tumeurs bénignes, il y a parmi ces tumeurs bénignes qui peuvent donner naissance, se développer en cancer et d'autres pas. Alors, parmi les tumeurs bénignes, on cite d'abord les polypes solitaires. Polypes solitaires, on a plusieurs types de polypes solitaires. On cite d'abord l'adénome, l'adénome qui représente 18% de l'ensemble des polypes. Généralement, il est soit pédiculé sur le plan macroscopique ou bien sessile, il peut être aussi plan. Trois formes d'adénome sur le plan histologique sont à différencier selon l'architecture de cet adénome, c'est-à-dire soit que c'est un adénome qui est fait uniquement de structures glandulaires, on dit que c'est un adénome tubulaire, ou bien ce dernier peut être fait de structures papillaires, on dit qu'il est vileux, qui est de plus mauvais pronostic que le premier. Si on a une association des deux types architecturaux, on dit que c'est un adénome tubulo-vuleux. Alors, il y a aussi, après les adénomes, il y a aussi les polypes hyperplasiques qui sont très fréquents, surtout au niveau du rectum. Ce n'est pas vraiment une véritable, ils ne réalisent pas vraiment une véritable tumeur, mais généralement, c'est un allongement des cryptes et la transformation maligne ici est exceptionnelle. On a aussi le polype juvénile, comme son nom l'indique, il touche les enfants entre 2 à 8 ans, généralement de siège rectosigmoïdien, responsable d'un saignement de rectoragie. Généralement, on va voir après les images histologiques qui correspondent à chaque type cité ici. Ce sont des masses sphériques, rougeâtres, recouvertes d'un épithélium toujours ulcéré. Sur le plan histologique, alors c'est une hyperplasie de glandes rectales. Le chorion, il est très œdémateux, congestif et siège d'un infiltrat inflammatoire. Et les glandes sont généralement distendues et hypersécrétantes. On a aussi les polypes conjonctifs et les polypes inflammatoires, ou bien les pseudopolypes inflammatoires au cours des maladies inflammatoires coliques. Voici une image macroscopique d'un polype pédiculé. Vous voyez très bien qu'il se rattache à la muqueuse colique par un pédicule conjonctif. En haut, on voit que ce n'est pas le même aspect. Alors, sur le plan histologique, sur cette photo, il s'agit d'un adénome. Alors, l'adénome, comme vous le voyez, il a un pédicule ici, conjonctif. Il est fait de plusieurs structures glandulaires entourant ce pédicule, une hyperplasie glandulaire. Alors, selon qu'il y ait ou pas des atypies cytonucléaires au sein de ces glandes qui sont hyperplasiques, on va les différencier en différents types ou bien de degrés de dysplasie. Cette image, ça correspond à un polype juvénile, comme on l'a dit tout à l'heure. Le chorion, il est très œdémateux, très inflammatoire. Les glandes sont kystisées, sont dilatées, voire kystisées, mais toujours entourées par un épithélium qui n'est pas dysplasique. Alors, le polype sessile, je vous ai dit qu'il est plutôt vileux. Le polype vileux, il était fait non pas de structure glandulaire, mais de structure papillaire pourvue d'un axe conjonctivo-vasculaire central et entouré de structures de cellules glandulaires. Alors, ce polype, généralement, l'architecture vileuse est de très mauvais pronostic. Après les polypes solitaires, viennent les polyposes rectocoliques. Alors, il faut savoir que ça rentre dans le cadre d'affections familiales héréditaires. Les 3 polyposes rectocoliques familiales les plus répandues ou les plus reconnues sont, premièrement, la polypose rectocolique familiale, qui représente 80% des polyposes familiales. Elle touche généralement l'enfant et l'adulte jeune.
peut intéresser tout le côlon sans qu'il y ait d'interposition de muqueuses saines. Ça va donner un aspect en tapis de laine, de haute laine. Généralement, cette polypose est constituée de plusieurs adénomes ou bien de plusieurs polypes de type adénome, de forme et de taille variable et de degré de dysplasie variable. Alors, sur le plan histologique, aspect de polyadénome, soit tubuleux, soit bileux, soit tubulo-bileux, avec des degrés de dysplasie variables. Très bien, vous voyez après à peu près l'image macroscopique que ça réalise une polypose. Comme on a dit tout à l'heure, un aspect, on a un tapis de haute laine. Il n'y a pas d'interposition de muqueuses saines. Après la polypose adénomateuse familiale, on a la polypose de Peutz-Jeghers. Alors, sur le plan macroscopique, ça peut réaliser le même aspect. Sauf qu'il y a une certaine chose qu'on retrouve ici et pas dans la polypose adénomateuse familiale. Généralement, cette polypose s'associe, elle touche le grêle, elle s'associe avec une lentiginose périorificielle, c'est-à-dire des taches caféolées buccales au niveau buccal et anal. Les polypes sont en général peu nombreux que par rapport à ceux de la polypose adénomateuse familiale. Sur le plan histologique, la particularité de ces polypes, c'est la richesse du chorion en fibres musculaires lisses. Et la transformation maligne est très rare. On a aussi la polypose juvénile, c'est-à-dire multiplication de polypes juvéniles. Elle intéresse surtout le rectum et le côlon, avec un nombre de polypes allant de 30 à 300 polypes. Et bien sûr, on a d'autres polyposes qui sont moins importantes que ces dernières. Alors, lésions précancéreuses, on a dit tout à l'heure que les adénomes pouvaient contenir des lésions de dysplasie, c'est-à-dire c'est un état intermédiaire entre la cellule normale et la cellule cancéreuse. Ces lésions de dysplasie peuvent se développer soit sur une muqueuse normale ou bien sur un adénome. Alors, comment on peut distinguer sur le plan morphologique cette dysplasie? C'est par la basophilie nucléaire, les atypies cytonucléaires, la pseudostratification cellulaire, la diminution de la mucosécrétion, etc. Alors, on a dit qu'il y avait une filiation entre l'adénome et la survenue des carcinomes. Il y a plusieurs arguments qui renforcent cette théorie, c'est-à-dire la présence de foyers d'adénome. On a des foyers d'adénome autour des carcinomes colorectaux. L'âge généralement de survenue des polypes précède celui des carcinomes presque de 5 à 10 ans. C'est le temps de l'évolution de la dysplasie. Il y a généralement une forte corrélation géographique entre les fréquences des polypes et des carcinomes dans le monde. Alors, les critères suspectant la malignité dans un polype, c'est très important de les reconnaître. Pourquoi? Parce que ça permet en quelque sorte de surveiller le patient avant qu'il y ait un cancer. Alors, généralement, un polype qui est plus de 2 cm, susceptible de se transformer en un adénocarcinome. Plus on a un nombre élevé de polypes, plus le risque de cancer est là. L'aspect vileux, comme on a dit tout à l'heure, sur le plan histologique, il est fait uniquement de structures papillaires et pas de structures glandulaires. Et bien sûr, le degré de dysplasie, les dysplasies de haut grade surtout, qui se transforment rapidement en cancer. Voici une image de dysplasie de bas grade sur une muqueuse plane. Alors, vous voyez très bien au milieu de l'image, on voit déjà ce qui attire l'attention aux faibles, c'est que les cellules sont plus basophiles, c'est-à-dire de couleur plus foncée, ils sont plus mauves que celles qui sont en périphérie. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ces cellules sont pourvues d'un noyau hyperchromatique, irrégulier, basophile, avec une ascension nucléaire. Les noyaux ne sont plus au niveau du pôle basal. On a aussi des mitoses atypiques, les atypies cytonucléaires, anisocytose, anisocariose. Et une diminution de la mucosécrétion qui est très évidente en périphérie.
Voici une autre image où la différenciation cellulaire n'est plus reconnaissable. Les cellules sont de plus en plus malignes et ça, c'est des cellules très malignes ou bien à malignité évidente avec des atypicités nucléaires évidentes. C'est un degré de dysplasie de haut grade. Après les tumeurs bénignes et les dysplasies, on va voir les tumeurs malignes. Alors, il faut savoir que les tumeurs épithéliales, carcinomes, sont les plus fréquents. Les adénocarcinomes sont les plus fréquents au niveau des tumeurs colorectales. Sur le plan macroscopique, on peut avoir plusieurs formes, ils peuvent réaliser plusieurs formes sur le plan macroscopique, soit réaliser une forme végétante, c'est-à-dire bourgeonnante au niveau de la lumière, ou bien une forme infiltrante réalisant un blindage pariétal. On peut avoir des formes mixtes, ulcérobourgeonnantes et infiltrantes à la fois, c'est la forme habituelle. Alors, sur le plan histologique, qui dit adénocarcinome dit tumeur constituée de glandes irrégulières. Ils sont soit bien, moyennement ou peu différenciés. Alors, les adénocarcinomes sont dits bien différenciés, luberculiens, s'ils sont faits majoritairement de structures, de prolifération de structures glandulaires ou tubuleux-vileuses, faites de glandes ou bien de papilles. Les cellules sont de type cylindrique et franchement malignes, avec peu de mucosécrétion. Voici une image macroscopique d'une tumeur, d'un adénocarcinome du côlon. Vous voyez très bien que ça réalise un aspect mixte. Elle est ulcérobourgeonnante et elle infiltre la paroi en même temps, la totalité de la paroi. Voici une autre image. Ça peut réaliser d'énormes tumeurs qui vont oblitérer la lumière, ou bien il s'agit d'ulcération et d'une forme infiltrante. Alors, l'adénocarcinome est dit moyennement différencié si la tumeur ne forme moins de structures tubulaires et papillaires et davantage de travées et de cordons cellulaires, c'est-à-dire il y a moins de structures glandulaires. Les atypicités nucléaires sont plus marquées qu'avant. Bien sûr, le stroma est souvent de nature fibro-inflammatoire, remanié par des hémorragies. Alors, voici une image histologique d'un adénocarcinome bien différencié. On dit bien différencié lorsqu'il est fait majoritairement de structures glandulaires atypiques, infiltrants. Voici une autre image. Alors, le deuxième type histologique après l'adénocarcinome vient le carcinome colloïde muqueux. C'est un type très important à connaître. Pourquoi? Parce qu'il est de mauvais pronostic. C'est une tumeur qui a un aspect macroscopique particulier, dit galette, expliquant par son histologie qui est faite de flaques extracellulaires de mucine mêlées à des amas de cellules tumorales et de tubes tumoraux éclatés. Le pronostic est en général plus grave que celui de l'adénocarcinome conventionnel en raison de son extension, souvent qui est plus étendue que le premier. Alors, voici une image histologique. On avait dit qu'il s'agissait de structures de travées de cellules tumorales, de cordons ou bien de travées avec un matériel très important extracellulaire. Tout ce que vous voyez en couleur, en clair, à part les cellules qui sont en mauve foncé, tout ça, c'est de la mucine. C'est un matériel mucineux, c'est de la mucine extracellulaire. Voici une autre image. Là, les cellules tumorales vraiment se réduisent à quelques travées de cellules. Des fois, on est obligé de chercher ces cellules tumorales parmi les flaques de mucine qui prédominent l'architecture de cette tumeur. On a aussi le carcinome à cellules mucipares qui est beaucoup plus fréquent au niveau gastrique, mais on peut le voir au niveau du côlon, sauf qu'ici, il faut toujours éliminer, bien sûr, ou bien rechercher une localisation gastrique de cette tumeur avant de conclure à une tumeur primitive colique. Vous l'avez déjà vu dans les cancers gastriques. Généralement, il va réaliser le même aspect. Alors, l'init plastique-like sur le plan macroscopique. Alors, sur le plan histologique, c'est des cellules isolées en bague à chatons qui représentent une mucosécrétion intracellulaire avec présence de vacuoles intracytoplasmiques déjetant le noyau en périphérie de la cellule. Donne des métastases, bien sûr, ovariennes et péritonéales. Voici l'aspect histologique. Comme on avait dit tout à l'heure, aspect en bague à chatons. La cellule est pourvue d'une vacuole cytoplasmique qui va
pousser le noyau en périphérie. Alors, un autre type de carcinome, c'est le carcinome avec différenciation squameuse ou bien malpighienne, épidermoïde. Il est moins fréquent, généralement se voit au niveau du sécom, c'est-à-dire on a la composante glandulaire adénocarcinomateuse et la composante épidermoïde ou bien malpighienne. On a une association, on dit que c'est un carcinome adénosquameux. Les formes squameuses pures de localisation rectale basse doivent faire toujours éliminer un carcinome épidermoïde du canal anal étendu au rectum. Très bien, on a d'autres types histologiques qui sont moins fréquents. C'est la variante à cellules claires, avec une variante avec différenciation rhabdoïde, basaloïde, etc. Voici une image histologique d'un carcinome épidermoïde bien différencié avec une élaboration au milieu de la kératine, on dit qu'il est mature. Alors, on vient aux facteurs histopronostiques et prédictifs qui sont très importants, qui doivent toujours figurer dans un compte rendu anapat, soit d'une pièce de résection colique ou bien colorectale. Le pronostic des cancers colorectaux reste sombre. La survie à 5 ans varie de 35 à 50%. Alors, parmi les facteurs histopronostiques qui est très important à établir ou bien à mentionner dans le compte rendu, c'est le stade d'extension au moment du diagnostic, qui est un facteur pronostique majeur qui va nous permettre d'établir une classification TNM, c'est-à-dire le niveau d'infiltration de la tumeur par rapport aux constituants de la paroi colique ou bien rectale. Très bien. Alors, on a aussi un autre facteur histopronostique qui est le type histologique. Généralement, les cancers qui sont de moins bon pronostic sont les carcinomes indifférenciés et le carcinome mucineux, comme on a dit tout à l'heure. Le grade histologique, c'est-à-dire un grade, soit qu'il est bien, moyennement ou peu différencié par rapport à ce que la tumeur est faite ou majoritairement ou avec peu de structures glandulaires. La présence d'emboles tumoraux, comme vous pouvez le constater sur l'image de gauche, c'est-à-dire un amas de cellules tumorales au sein d'un vaisseau, bien un capillaire. La présence d'engainement périnerveux, vous voyez très bien sur l'image de droite un filet nerveux qui est grignoté ou bien entouré par les cellules tumorales. Bien sûr, l'envahissement ganglionnaire qu'on doit toujours rechercher et faire une dissection de la graisse bien du mésocolique à la recherche de ganglions qui soient infiltrés. Très bien, on a un autre facteur histopronostique qui sont les limites d'exérèse chirurgicale, les limites longitudinales et proximales, bien sûr, de la résection chirurgicale, et on a une particularité qui est la limite circonférentielle pour les tumeurs du moyen et du bas rectum. Pourquoi? Comme le moyen et le bas rectum n'est pas péritonéalisé sur le plan anatomique. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, on fait des tranches de section horizontales et on doit ancrer le pourtour du mésorectum. J'ai bien dit pour le moyen et le bas rectum. On doit ancrer le méso afin de déterminer, comme cette flèche en rouge peut le montrer, la distance entre l'infiltration maximale de la tumeur et les limites chirurgicales. Une limite est dite saine si elle est supérieure à 2 mm. On a aussi les biomarqueurs tumoraux qui sont utilisés.
Alors, je m'excuse un peu du retard. Les biomarqueurs tumoraux utilisés en pratique clinique aujourd'hui, c'est la recherche surtout de la mutation de KRAS, amplification de GFR, la mutation du BRAF et l'instabilité microsatellitaire. On passe, après les tumeurs épithéliales, on passe aux tumeurs neuroendocrines. Ce sont des tumeurs qui dérivent des cellules du système APU disséminées dans l'organisme, sont rares au niveau du côlon, surtout de siège au niveau du grêle et de l'appendice. Sur le plan macroscopique, ce sont des tumeurs qui se développent en général au niveau de la sous-muqueuse, rétractant la séreuse. Ils sont généralement bien limités au début, souvent uniques et homogènes, de couleur jaunâtre. Sur le plan histologique, ça réalise une architecture trabéculaire ou bien acineuse. Les cellules sont généralement peu atypiques, plus monomorphes, un noyau central avec peu de mitose. Le pronostic, il dépend d'un certain nombre de critères, c'est-à-dire la taille tumorale, niveau d'infiltration pariétale, signe d'agressivité locale, présence ou absence de métastase au moment du diagnostic et degré de différenciation tumorale. Voici des images histologiques qui montrent à gauche une prolifération de cellules plus ou moins monomorphes, d'architecture endocrine en nid, on dit en cordon. On peut parfois être cédé d'une étude complémentaire immunohistochimique lorsque la différenciation n'est pas évidente sur le plan histologique. Parmi les marqueurs qu'on utilise sont la chromogranine et le CD56. Alors, la classification OMS 2017 des tumeurs neuroendocrines digestives permet de les grader en tumeurs neuroendocrines selon l'index mitotique en tumeurs neuroendocrines grade 1, grade 2, grade 3 ou bien en carcinome neuroendocrine peu différencié à grande ou à petite cellule. Et aussi en carcinome mixte adéno-neuroendocrine. Les tumeurs conjonctives, ils sont représentés essentiellement par les tumeurs stromales, gastro-intestinales, que vous avez déjà vues au cours des cancers gastriques. Ce sont des tumeurs issues des cellules interstitielles de Cajal, associées à une mutation du gène KIT. C'est une tumeur à cellules, soit elle réalise sur le plan histologique une tumeur à cellules fusiformes ou bien épithélioïde, généralement de développement sous la muqueuse. Au début, elle respecte la muqueuse, d'aspect nodulaire avec un aspect ferme et homogène, à la coupe, souvent centrée par une profonde ulcération. Alors, leur comportement est variable et dépend de plusieurs facteurs. C'est la présence ou non de métastases au moment de diagnostic, la taille de la tumeur, la cellularité, la nécrose et le nombre, bien sûr, de mitoses. Voici des images macroscopiques de tumeurs endocrines. On avait dit que c'était des tumeurs plus ou moins nodulaires qui respectaient la muqueuse au début ou pouvant ulcérer cette dernière, à développement généralement sous-muqueux, comme vous le voyez sur l'image en bas et à gauche. C'est une tumeur, une prolifération qui se développe au niveau de la musculeuse. La muqueuse est épargnée en haut. Elle peut être faite de cellules fusiformes ou bien de cellules épithélioïdes sur le plan histologique. Alors, il y a des marqueurs de différenciation pour les cellules stromales. On associe généralement deux marqueurs pour confirmer la nature stromale, le DOG1 et le CD117. Après les tumeurs conjonctives, on a les lymphomes qui sont très rares au niveau du côlon et du rectum et prennent naissance au niveau du tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Alors, sur le plan macroscopique, c'est pas vraiment, il n'y a pas d'image macroscopique qui est pathognomonique. Peut avoir une association de plusieurs ulcérations. Parfois, c'est des petites tumeurs plus ou moins visibles ou bien des micronodules. Ou bien on peut avoir même un épaississement des plis muqueux. Sur le plan histologique, le lymphome, on doit le classer en lymphome à petite ou à grande et de phénotype B et T en s'aidant bien sûr, de marqueurs immunohistochimiques. Voici une image histologique d'un lymphome du côlon. C'est une prolifération à cellules rondes indifférenciées, dont la différenciation est faite par immunohistochimie.
Et le côlon et le rectum peuvent être aussi le siège de métastases et de cancers, tels que les métastases de mélanome, carcinome pulmonaire ou bien tumeur rénale, prostate, etc. Alors, on a terminé avec les cancers du côlon et du rectum. On va voir brièvement les points essentiels avec les tumeurs de l'œsophage. Est-ce que vous avez des questions pour le rectum? On a terminé avec les cancers colorectaux. Maintenant, on va entamer les tumeurs de l'œsophage. Vous arrivez à voir la diapo? Oui. Très bien. Alors,